Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Et au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, nous parlerons d'abord de cette hausse le dimanche 15 janvier 2023 des tarifs des compagnies de téléphonie mobile au Niger, suivi du retour progressif aux anciennes tarifications à partir du mardi 17 janvier 2023. Ensuite, nous nous intéresserons au préavis de grève de 48 heures de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui projette d'observer sur toute l'étendue du territoire national du 25 au 26 janvier prochain un arrêt de travail faute d'un accord avec le gouvernement sur ses principales revendications. Enfin, nous terminerons avec du sport et ce sera pour parler de la participation du Niger à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 qui a débuté le vendredi 13 janvier dernier en Algérie. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Maïmoune Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste aux journaux La Nation et Mouria, et Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Débutons le forum de la presse de ce soir avec cette hausse le dimanche 15 janvier 2023 des tarifs des compagnies de téléphonie mobile au Niger, suivi du retour progressif aux anciennes tarifications à partir du mardi 17 janvier 2023. Les consommateurs nigériens étaient de ce fait vent debout contre la mesure. Certains sont allés jusqu'au boycott des services de ces compagnies de téléphonie mobile au Niger, ce qui les a amenés à revoir les tarifs de ces offres après une rencontre avec l'autorité en charge de la régulation du secteur. Ces opérateurs de téléphonie mobile avaient envoyé à leurs clients des messages quelques jours auparavant pour expliquer que cette révision de tarifs fait suite à la décision numéro 15/ARCEP/CNR-CEP/DG/22 du 31 août 2022 fixant les conditions et modalités applicables aux offres de détail des opérateurs de téléphonie au Niger qui fixent les tarifs planchers sur les appels SMS et Internet. Une décision qui ne doit pas servir d'alibi, estime l'ARCEP lors de cette rencontre au cours de laquelle les responsables de ces compagnies de téléphonie ont déclaré avoir reconnu leur incompréhension de la décision et avaient promis de ce fait de revoir leurs tarifs à la baisse dans les meilleurs délais. Maïmoune Diado, que sait-on davantage par rapport aux motivations ayant conduit à cette hausse des tarifs par rapport aux offres de ces différents opérateurs de téléphonie mobile au Niger? Merci Michel. Par rapport à la hausse que nous avons constatée le 15 janvier dernier, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu cette forte mobilisation, en tout cas des consommateurs que nous sommes, ça allait passer sans qu'on ne puisse faire autre chose, hein, parce que nous savons qu'au Niger, il y a beaucoup de choses, à part même les téléphonies mobiles, où quand ça augmente de 25 francs, on nous fait croire que c'est par exemple, on n'arrive pas à avoir... on nous fait croire en fait que c'est l'indisponibilité, la non-disponibilité de cet article qui fait que ça a augmenté. Mais quand on regarde, on voit que même quand il y a la disponibilité, le prix ne change pas. Donc maintenant, l'un dans l'autre, ARCEP
a fait, en tout cas Arcep que je salue au passage, a bien fait de ramener ces opérateurs de téléphonie mobile sur la table pour pouvoir leur dire la vérité et que vraiment c'est pas le moment. Et il y a également une loi qui régit en quelque sorte l'augmentation. Donc il faut s'y confirmer et se conformer, et ils se sont conformés. C'est déjà bon. Mais maintenant, c'est de revoir aussi la qualité du réseau. C'est ça le gros problème. On peut ne pas augmenter, mais même si on ramène les mêmes forfaits que nous faisons tous les jours, les mêmes prix et autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la mauvaise qualité de ces réseaux, ça veut dire que jusque-là, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est des opérateurs, hein, ils cherchent l'argent. Donc, ça veut dire que tous les moyens sont possibles aussi pour soutirer de l'argent aux autres consommateurs que nous sommes. Donc voilà, donc moi ce que je peux augmenter par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a lieu de mieux faire, c'est ça? Il y a lieu de mieux faire parce qu'on a toujours décrié, c'est la qualité du réseau. Quand tu mets tes propres crédits, tu as besoin par exemple de consulter, de travailler sur ton téléphone portable, tu n'as pas en tout cas la qualité du réseau fiable pour pouvoir faire tes recherches. Quand tu appelles par exemple, tu entends de l'air, tu entends, on te dit non, tu n'arrives même pas à entendre celui qui est de l'autre bout du fil. Donc ça veut dire que véritablement il faut arranger, il faut amener ces opérateurs à regarder dans le sens de la qualité des prestations. Parce que la qualité des prestations, c'est très important. Et là, c'est bien, ils sont revenus à des meilleurs sentiments, mais je dis jusque-là, ça reste encore, il faut que nous, les consommateurs, nous soyons encore plus vigilants. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement que selon la présidente du Conseil national de régulation des communications et de la Poste, toute augmentation constatée chez un opérateur est de son propre fait, car se fondant sur l'article 35 de la loi du 12 juillet 2018 lui accordant cette liberté de fixation des tarifs de détail, selon donc la présidente du CNRCEP, qui précise qu'en ce qui concerne la décision numéro 015/ARCEP/CNRCEP/DG/22 du 31 août 2022, la fixation des tarifs planchers prévus vise à éviter la pratique du dumping observé chez certains opérateurs et éloigner le risque de banqueroute qui guette le secteur. Quelle analyse faites-vous de ces différentes mesures prévues, Gary Amadou, dans le cadre du respect de la réglementation dans le domaine au Niger? Oui, je pense que fort heureusement, la population, les consommateurs se sont mobilisés parce qu'on a vu vraiment une mobilisation exceptionnelle sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet, ce n'est pas seulement les appels, mais la connexion Internet, elle permet, l'économie nigérienne pratiquement aujourd'hui est basée sur les connexions Internet. Pour télécharger un fichier, pour télécharger des billets d'avion pour des voyages, pour exécuter, pour envoyer même des copies de contrats, pour tout, pour des recherches, même pour les étudiants aujourd'hui, tout se fait par l'Internet. Même donc, le PCR maintenant, on l'envoie même. Oui, le résultat du PCR, tout est maintenant par Internet. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, on vous envoie, et puis vous allez à l'aéroport, vous montrez votre résultat négatif, et puis c'est-à-dire l'Internet est en train de régir toute notre vie. Quand les gens ont commencé à faire du bruit, à dire on va boycotter pendant une semaine. J'ai dit, vous pouvez boycotter Internet pendant une semaine? J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est une semaine de boycott d'Internet? J'ai dit, mais l'Internet c'est devenu de la drogue. J'ai dit, nous sommes accros aujourd'hui. Nous sommes accros à l'Internet. On peut à la rigueur faire une journée sans Internet, mais une semaine, c'est pas possible. Mais il y a eu quand même un climat qui a montré à l'exécutif que les gens étaient fâchés. Il y avait l'USN, par exemple, le comité directeur, qui avait appelé au boycott pendant Michel, notamment la journée du 16, le lundi. L'importance de l'Internet se base sur un constat très simple. Vous savez, même dans un pays où, par exemple, la jeunesse fait face à un manque d'emploi, les seuls moments de distraction, c'est sur les smartphones. Est-ce que vous comprenez? Les seuls moments de soulagement, c'est sur les smartphones. Alors, imaginez des jeunes qui, les moments où ils peuvent un peu se distraire, on leur prend ça. Donc, il y a une portée politique de l'Internet au Niger. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit, l'Internet là,
il y a une portée politique que le pouvoir public ne doit pas oublier. Et donc, s'il y a une portée politique, le pouvoir politique doit tout faire pour que l'Internet soit accessible et surtout ne pas laisser les opérateurs faire ce qu'ils veulent. Quand les opérateurs, c'est vrai, ils ont fait le communiqué, ils ont annoncé que voilà, ils vont revoir les tarifs. Moi, quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, bon, ils vont revoir les tarifs. Certainement que bon, ça sera un peu... Ils avaient dit très bientôt. Voilà. Nous, on était contents parce que... Le lendemain, il y en a qui l'avaient fait, d'autres, il a fallu attendre. On ne fait pas un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle. Le principe de la vie, là, Michel, il est très simple. On ne fait pas un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle. Quand tu dis dans une semaine, même les nouvelles entreprises qu'il y a eu dans un pays, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des panneaux publicitaires. Dans une semaine, une surprise à Niamey. Les bonnes nouvelles, on les annonce en avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des communiqués pour dire, ah oui, dans quelques jours, il y aura un changement de tarif. Les gens étaient contents, ils ont dit, ah, ça c'est bien, peut-être qu'on va améliorer. Les mégas là, on va les augmenter. Paf! Et puis on nous vient. Non seulement, c'est pas qu'ils ont... Mais c'était cruel les tarifs qu'ils ont annoncés. C'est impossible. C'était impossible de souscrire une connexion. C'est pas possible. Ça m'a amené à m'interroger. J'ai dit, mais attendez. Oui. Non, c'était trop. C'était dégueulasse. C'est-à-dire, on dirait qu'ils se sont concertés entre eux, les opérateurs de téléphonie. Ils ont une association. Hein. Vous ne savez pas ça? Ils font des réunions les comme... opérateurs mais de téléphonie mobile. Mais ils se concertent. Et nous, ce qu'on a compris, on a comme eu l'impression qu'il y a un plan diabolique des opérateurs de téléphonie mobile qui se sont entendus pour annoncer ces mesures-là, dans un but bien précis. Pour eux, dans leur calcul, ils ont fait ça sciemment, ce que Memoun a dit est vrai. Ils ont fait ça sciemment parce qu'ils voulaient justement que les gens se soulèvent et que maintenant, ils pensent que c'est un moyen pour mettre la pression sur l'ARCEP pour qu'elle revoie peut-être même beaucoup de choses pour eux. Et qu'ils puissent... En fait, ils ont pensé que c'est eux qui seraient les premiers bénéficiaires de cette... Parce qu'on a constaté justement qu'ils avaient choisi tous la date du 15. Ils se sont concertés. Mais ils se sont concertés... Pourtant, on a l'impression qu'ils sont dans un monde de rude concurrence, ces opérateurs. Ah non. C'est ça l'erreur, Michel. Ils s'entendent très bien. Ils se concertent, ils ont des réunions régulières. Et donc, ils sont concertés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, non, on ne va pas dire que, bon, si tu mets 1000 francs, tu vas avoir normalement 1 giga. On va les choquer. On va dire, si tu mets 1000 francs, tu auras 200 mégas. Ça va les frustrer. Ils vont dire, oui, c'est une bonne idée. Comme ça, ils vont se soulever et puis les gens vont avoir peur. Et puis l'ARCEP va nous appeler et puis on va négocier les trucs. L'ARCEP, quand elle a compris, l'ARCEP les a appelés. En fait, elle a mis les points sur les i. Mais les offres n'étaient pas identiques. On voit que quand on prend la même souscription, pour certains, ça va du double. Pour d'autres, jusqu'au triple. Oui, mais c'était pas vraiment unanime. Non, c'est pas unanime. Non, ça peut pas être unanime. Les gens n'ont pas les mêmes marchés. Non, les gens n'ont pas les mêmes marchés. Ils n'ont pas les mêmes nombres d'abonnés. C'est pas possible. Non, Michel, c'est impossible. Moi, je ne peux pas accepter faire les mêmes tarifs que RTL, qui a plus de 3 millions ou combien de millions d'abonnés. Alors que moi j'ai 500 000 Ah non, c'est pas possible. Donc je fais aussi ma politique. C'est ce que la présidente du Conseil national de régulation a dit. Elle dit c'est de leur part unilatéralement qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, même la mesure que le gouvernement avait prise ne méritait pas cette scandaleuse hausse du prix de l'Internet. C'était tellement scandaleux. Et ils ont compris le danger. Parce que même les scolaires qui sont sortis là, qui ont commencé à casser les panneaux publicitaires là. Mais dans le mot d'ordre, c'était juste un boycott en tout cas. Oui, c'était un boycott de cours. Mais vous savez, deux choses se sont rejointes. Il y avait la section lycée et collège. Et puis voilà. Qui avait un nouveau SIG contesté. C'est pas ça. Mais un problème est venu se greffer à un autre. Ces gens-là que vous avez dans la ville là, c'est eux qui manipulent les smartphones. C'est eux qui se connectent. C'est eux qui mettent des mégas là pour faire des petites connexions. Ce sont ces jeunes-là. Ils ont été touchés, vous comprenez? Donc, c'est vrai, il y avait une section lycéenne collégienne qui boycottait, mais en même temps, ce problème est venu. Maintenant, heureusement que l'ARCEP a tapé du poing sur la table. Et je crois que la réunion qu'ils ont eue le matin, c'était une réunion sans truc. Elle leur a dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que vous avez fait, c'est ignoble. On ne peut pas accepter ça. Et les gens ont compris le danger parce que si on leur dit, si vous ne revenez pas à de meilleurs sentiments, voire résilier même le contrat, vous allez partir. Et comme les gens savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ça prouve quoi? Ça prouve que ces opérateurs de téléphonie mobile-là, le prochain combat, c'est l'amélioration, comme l'a dit Memouna. L'Internet est souvent de mauvaise qualité, les appels épouvantables, c'est pas possible. Et donc, le prochain combat, c'est leur mettre la pression, faire en sorte que l'ARCEP encore plus continue à leur mettre la pression pour qu'il y ait plus de qualité. C'est ça le prochain combat. Parce que, pour le moment,
J'ai l'impression qu'ils sont en train de se placer. Moi, j'étais en Tunisie. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer la Tunisie au Niger. J'étais parti pour un séminaire et 10 minutes avant le séminaire, j'ai téléchargé 5 films. 5 films. En 10 minutes, 5 films. Ça part seulement parce que la connexion est excellente. Oui, au Niger, il y a des zones où quand vous partez, on sent que la connexion est très forte. Ce n'est pas ça même le problème. L'Internet là, l'économie aujourd'hui est basée sur l'Internet. Si vous avez une meilleure connexion Internet, ça va se ressentir sur l'économie nationale. Il faut que les gens le sachent. Ça va se ressentir dans les affaires, ça va se ressentir dans tout. Michel, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et les autres pays l'ont compris. Mais le Niger, apparemment, on laisse les opérateurs faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Gaga Amadou. Ousmane Sidoukou, comment en est-on arrivé là? Et aujourd'hui, quelles sont les vraies attentes des consommateurs nigériens par rapport justement à ces différentes prestations que proposent ces opérateurs de téléphonie mobile au Niger? Vous savez, Michel, cette décision unilatérale de ces compagnies de téléphonie-là, pour moi, elle était tombée comme un cheveu dans la soupe, mais ça a permis de mettre vraiment en évidence aussi bien ces compagnies de téléphonie, l'ARCEP et le gouvernement, que chacun joue vraiment sa partition. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à une des rencontres avec le président de la République, qu'il ait dit que vraiment tout sera mis en œuvre pour que les trucs de communication soient revus et améliorés, et que, boum, même si elles l'ont fait à dessein, qu'elles décident de ces compagnies-là d'augmenter leurs différentes tarifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, c'est même pas peut-être, c'est un ballon d'essai qu'elles ont voulu. Mais mal leur en avait pris au regard vraiment de la mobilisation des uns et des autres. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est vraiment que l'ARCEP continue de véritablement jouer sa partition à l'heure intimement. Les collègues l'ont dit. Aujourd'hui, la prestation des services, vous pouvez appeler un répondant, 1 minute après vouloir retoucher la même, on vous dit qu'elle est hors de zone de couverture. Ça veut dire que la piètre prestation de service là, maintenant vraiment, l'ARCEP doit y veiller pour que vraiment ces compagnies revoient leurs copies dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens que des compagnies se retrouvent et décident unilatéralement de fixer à leur guise, à leur convenance. Et quand on voit le pouvoir d'achat du Nigérien, c'est ahurissant. Moi, je pense que les gens doivent savoir raison garder. L'ARCEP doit maintenir le moyen de pression sur ces compagnies pour qu'elles revoient leurs prestations. Aujourd'hui, que vous prenez chacun, je me rappelle, j'ai un ami, un étranger, il est venu et il me dit, bon, mais quelle compagnie? Et j'ai dit, mon frère, choisis la compagnie parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, cette compagnie-là, le lendemain, c'est du pareil au neuf, c'est 6-9. Quand tu tournes, tu es à l'autre. Donc, vraiment, en termes de prestations, elle laisse vraiment à désirer. Mais que peut faire le gouvernement pour améliorer tout ça? Parce que quand ça ne va pas, c'est le gouvernement qu'on pointe du doigt. C'est le gouvernement, d'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une instance de régulation qui a joué sa partition. En convoquant aussi le lendemain. Mais le chef de l'État lui-même en personne a montré qu'il s'intéresse. Il s'intéresse donc vraiment à Internet. Données. Il a été à l'université Abdou Moumouni pour le dire aux étudiants qu'il est conscient que la jeunesse peut faire donc beaucoup de choses à travers Internet. Aujourd'hui, comment faire pour que l'État arrive à booster le développement socio-économique de l'ensemble du pays à travers déployer les moyens et taper du poing sur la table en intimant à ces compagnies de téléphone. Tout à l'heure, Gary l'a si bien dit, il était en déplacement. Imaginez le temps record pendant lequel il a téléchargé autant de films. Pourquoi pas chez nous? Non seulement c'est de déployer les moyens, maintenant mettre ces compagnies de téléphonie devant leurs responsabilités. Déjà, avec les anciennes tarifications, la prestation, elle est ce qu'elle est, et vous décidez unilatéralement d'augmenter les prix. Moi, je pense que l'ARCEP ne doit pas baisser la garde, tout comme les consommateurs que nous sommes. Et vous l'avez vu, la mobilisation, n'en déplaise aux prétendues organisations de défense des droits des consommateurs. Mais vous avez ceux dont les consommateurs... Certains défenseurs étaient également engagés dans cette lutte. Tout à fait, mais alors, comme dirait l'autre, mais alors. Donc vraiment, moi je pense que c'est de maintenir cette pression sur ces compagnies de téléphonie quant
qualité de leurs prestations. Vraiment, Merci la beaucoup. copie doit être revue dans ce sens. Et nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir, l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État, la revalorisation du SMIC, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé à travers un plan de recrutement progressif et sans concours, la réduction des prix des produits de première nécessité, denrées alimentaires, carburant, eau, électricité, transport, etc. sont les principales revendications de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui a déposé le lundi 16 janvier dernier un préavis de grève de 48 heures, un arrêt de travail qu'elle projette d'observer, faute d'accord avec le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national. Maïmouna Diado, que faut-il comprendre de ce préavis de grève déposé par l'ITN? Ce qu'il faut comprendre par rapport à la grève, le préavis de grève déposé par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, à savoir l'ITN, qui regroupe 4 centrales syndicales, c'est que la première sortie, parce qu'il y avait eu une sortie, une déclaration. C'était le 6 janvier. C'était le 6 janvier et au cours de cette déclaration, un ultimatum de 15 jours a été donné en tout cas au gouvernement pour pouvoir discuter et revenir sur les plateformes revendicatives pour trouver une solution. Je pense que le préavis vient parce que tout simplement les 15 jours se sont épuisés et finalement le gouvernement n'a pas fait appel à l'intersyndicale. L'ultimatum avait pris fin le 15. Donc maintenant il faut revoir comment est-ce qu'il faut encore annoncer ou ne pas s'arrêter uniquement à l'ultimatum de 15 jours. Et ils ont proposé d'aller en grève le 25 et le 26. Déjà, nous savons qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, l'intersyndicale a été donc en train d'être convié pour rencontrer le président de la République. C'est le ministre en charge de l'emploi qui leur avait donc adressé une lettre d'invitation. C'est vrai que nous n'avons pas les conclusions de cette rencontre. On n'a pas les conclusions au moment où nous sommes en train d'enregistrer ce forum. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'au cours donc, de cette rencontre, qu'il y ait que des rencontres positives, ça veut dire qu'on puisse au moins dégager certains points, avoir un consensus sur les 4 points déjà énumérés par l'intersyndicale. On sait qu'on ne peut pas avoir gain de cause rapidement, mais ce qui peut être faisable, ce qui peut être fait normalement dans les plus brefs délais, puisse être fait dans les plus brefs délais. Mais sinon, c'est vraiment pas de gaieté de cœur aujourd'hui si les travailleurs s'engagent à aller en grève. En tout cas, ça facilite pas, et non pour l'État, parce que aujourd'hui, quand on regarde, il y a des sociétés qui peuvent aujourd'hui, même avec une demi-journée de grève, en tout cas, l'État va ressentir les coûts. Et je me dis aussi que vraiment, s'il y a des choses qui peuvent être réglées sans tambour ni trompette, qu'on le fasse, parce que c'est un droit. C'est un droit aujourd'hui pour ces travailleurs de réclamer certaines choses. La vie chère, ils l'ont mentionné, tout le monde vit cette vie chère aujourd'hui. Même si tu n'es pas travailleur, même si tu ne fais pas partie de l'intersyndicale des travailleurs aujourd'hui, en tant que travailleur d'une autre centrale syndicale, ça veut dire que ça te concerne. Le SMIC aujourd'hui, ça concerne en tout cas tout le monde. Les travailleurs, ça les concerne. Et surtout les auxiliaires de l'État. Je pense que vraiment, c'est bien réfléchi. Et le président de la République a écouté, en tout cas, les points sur lesquels ils veulent vraiment qu'on mette l'accent. Et ce n'est pas pour rien qu'il les a appelés. C'est pour tout simplement trouver une solution afin de stopper la grève de 2 jours. Parce que grève de 2 jours dans un pays comme le Niger, mais mon Dieu, 4 centrales syndicales, les travailleurs sont... Il faut regarder la mobilisation autour de ces 4 centrales syndicales. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut rappeler justement que l'ITN, c'est cette intersyndicale des travailleurs du Niger qui regroupe 4 centrales syndicales. Il faut dire que ces 4 centrales syndicales font toutes partie des 5 premières
les plus représentatives lors des élections professionnelles de 2019. Il s'agit de l'USPTN, il s'agit de la CGSL, il s'agit de la CNT, mais également de l'USTN. Gary Amadou, l'ITN avait expliqué que de 2012 à 2018, il y a eu jusqu'à 4 accords et que jusqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de revendications qui ne sont pas prises en compte et que la partie gouvernementale n'arrive pas à honorer ses engagements. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités du programme de la Renaissance Acte 3, que veut réellement l'ITN par rapport à toutes ces revendications? Oui, mais les travailleurs sont toujours là, les gouvernements passent, les travailleurs restent. Donc, ce que veut l'ITN, c'est défendre les intérêts matériels et moraux de leurs travailleurs, en tout cas de leurs militants. C'est comme ça, c'est normal. Moi, je trouve que déjà, en annonçant la grève pour le 25 et le 26, l'ITN a ouvert la voie à des possibles négociations. Et c'est ce qui se passe, comme Mouna vous l'a dit, le président les a reçus, il est en train de le recevoir, n'est-ce pas, au moment où on en parle, et ils sont en train de discuter. Donc déjà ça, il faut saluer cela. Le fait qu'ils ont donné le temps. C'est-à-dire que c'est pour dire que c'est pas de la méchanceté, c'est pas qu'ils veulent bloquer le pays. Donc en mettant 25-26, ils donnent le temps pour qu'on puisse vraiment régler les problèmes, en tout cas au moins s'entendre sur certaines choses. Donc, et rappelez-vous ici sur ce plateau, on était sur un débat et j'avais dit que, écoutez, la vie est chère, tout est complètement cher. J'ai dit maintenant, il appartient aux syndicats de se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation de salaire. C'est normal. C'est normal que les syndicats puissent dire de revoir la grille salariale. Ça veut dire quoi? Qu'on puisse augmenter le SMIC, qu'on puisse même augmenter, s'il le faut, les salaires des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires souffrent aujourd'hui. Ils souffrent. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Le Niger, on dit que, oui, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale disent qu'en 2023, le Niger sera le troisième pays africain à avoir le taux de croissance exceptionnel. On parle de 8,3, je crois, pour ça. Troisième pays en Afrique à avoir un taux de croissance, prévision de taux de croissance exceptionnel. Donc, quand il y a une embellie économique, il faut que tout le monde en profite. Si les produits de première nécessité sont chers, faisons en sorte que les fonctionnaires, qu'on puisse alléger leurs souffrances. Parce que les produits ont augmenté, mais le salaire est le même. Au Niger, ça fait combien d'années le salaire n'a pas été augmenté? Donc, je trouve que c'est normal que les syndicats se mobilisent et qu'ils cherchent à faire en sorte que l'État puisse revoir en tout cas les choses, discuter avec eux et peut-être encore, cette fois-ci, respecter les engagements pris et faire en sorte qu'on puisse, en tout cas, retrouver cette accalmie. Parce qu'il faut le dire, ça fait combien d'années que vous n'avez pas vu des grèves de syndicats? Ça fait combien d'années? En tout cas, avec les ça fait combien d'années? Autorités, on a l'impression que l'ITN a rappelé en tout cas que jusque-là, ça veut dire quoi? Ils n'ont rien fait, mais cette fois-ci, les syndicats ils envisageaient de hausser le temps. Les syndicats ont fait preuve de bonne volonté, pour moi. En tout cas, l'intersyndical, c'est vrai, vous avez rappelé, l'intersyndical au début c'était 7 centrales, 8 je crois. Ça s'est effrité, aujourd'hui ils sont 4. Les autres, voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est que moi ce n'est pas le côté non, c'est le côté du droit, le droit des travailleurs, n'est-ce pas? Avoir leurs conditions matérielles améliorées. C'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'État doit venir dire que, bon, écoutez, déjà, le taux de croissance est là, un taux de croissance qui sera renforcé par la construction de ce pipeline-là qui va permettre au Niger d'exporter son pétrole. Donc, l'économie va être forte. Et donc, on a toujours dit ici, il faut une redistribution des richesses. Quand un État devient de plus en plus riche, il faut que ses citoyens deviennent de plus en plus riches, le produit intérieur brut plus important. Et donc, il faut que les salaires des fonctionnaires puissent être beaucoup plus importants. Aujourd'hui, au Niger, avec 150 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? 200 000 francs, si tu payes le loyer, je parle des fonctionnaires, si tu payes le loyer, tu payes les courses des enfants, les frais de récréation, l'électricité, qu'est-ce qui reste? Mais moi, je veux vous dire, mais Michel, moi j'ai eu on m'a dit il y a des fonctionnaires qui prennent du crédit chez quelqu'un. La fin du mois, il vient au guichet de la banque. Il attend. C'est-à-dire, tu prends tout ton salaire, tu lui donnes. Est-ce que tu comprends? Tu donnes tout ton salaire, tu lui donnes. Et maintenant, tu prends encore crédit le sac de riz. Si c'est à 10 000 là, il va te donner le sac de riz à 15 000. C'est pour vous dire à quel point les fonctionnaires sont en train de souffrir. Je vous le jure. Les gens s'endettent. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de chefs oui, de famille. mais chacun défend. Avant la fin du mois. Écoute, c'est le quotidien de tout le monde, mais chacun prêche pour sa chapelle. Hein.
Je suis désolé, mais écoutez, les fonctionnaires ont pris leurs responsabilités, mais que chacun fasse ce qu'il doit faire. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ils ont parlé du SMIC. Ça veut dire que ça intéresse aussi tous les autres travailleurs, même ceux du secteur privé. Ousmane Sidikou, aujourd'hui, que peut faire le gouvernement face à tout cela? Est-ce qu'on peut estimer qu'il a les moyens techniques de répondre à ces doléances à tous égards, y compris la question de la diminution des prix des produits de première nécessité? Dans un premier temps, je me réjouis que l'ITN ait pu sortir de sa profonde léthargie dans laquelle elle s'est assez morfondue. Et il faut reconnaître que ces revendications sont justes et légitimes. Aujourd'hui, quand vous prenez les différents points de leur plateforme revendicative, je pense que vraiment c'est à la portée. C'est à la portée. Vraiment, l'ITN n'a pas demandé la mer à boire à l'autorité, au gouvernement. Donc vraiment, comme Gary l'a dit, les dates maintenues là, moi je pense que c'était pour permettre que le cadre soit créé de dialogue et que chacun de part et d'autre maintenant fasse des concessions. C'est vrai que leurs revendications sont justes et légitimes, mais il faut tenir aussi compte de plusieurs paramètres que nous et vous ne maîtrisons pas. Donc, occasion pour les deux parties que chacune fasse des concessions pour arriver vraiment à un dénouement. Il est clair qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Nigériens ne continue qu'à s'amenuiser et cette cherté, elle est durablement ressentie vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans le panier de la ménagère, que ce soit dans le sac du monsieur. Moi, je pense que vraiment, c'est l'occasion pour que de part et d'autre, des avancées significatives puissent être faites et matérialisées. Aujourd'hui, il ne sert à rien parce que c'est connu antérieurement, il ne sert à rien de s'entendre autour d'une... Vous estimez que le gouvernement peut faire du concret? Il peut faire du concret, mais vraiment que des engagements, des promesses soient tenues et matérialisées. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que de part et d'autre, surtout du côté du gouvernement, qu'ils prennent des engagements, qu'ils tiennent des promesses qui, in fine, ne seront pas tenues. C'est revenir à la case de départ. On n'en a pas besoin. L'accalmie, vraiment, elle a été assez longue pour lui permettre vraiment de manœuvrer pour que nous n'en arrivions pas là. Aujourd'hui, en ce moment, ils sont même en négociation, ils sont en train d'être reçus. Prions que vraiment, à l'issue, que quelque chose de concret puisse sortir et qu'il y ait un suivi. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas créer le cadre, ce n'est pas des engagements pris, mais vraiment c'est le suivi et le respect de ces engagements pris de part et d'autre. Vraiment, moi je pense que à l'issue, si vraiment tous ces engagements pris sont tenus et respectés, moi je pense qu'on peut vraiment continuer à observer cette accalmie, observer préalablement, et ce qui ferait la paire des deux parties. Merci beaucoup et nous terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 a débuté le 13 janvier dernier au stade Nelson Mandela de Barak à Alger, dans la capitale algérienne. Les rencontres de cette 7e édition du CHAN Algérie 2023 qui réunit 17 pays qualifiés dont le Niger se poursuivent activement. Rappelons que les poulains de Haroun Doula, le MENA Aprim, jouera ses matchs au stade olympique Miloud Hadefi, respectivement contre les Diables Rouges du Congo. Ce sera donc le vendredi soir et le mardi 24 janvier, les Lions indomptables du Cameroun seront face à notre équipe nationale à cette compétition. Maïmoun Diado, quels sont les enjeux de la participation du Niger à ce CHAN édition 2023? Michel, tout ce que je peux dire, parce que moi je suis vraiment pas au foot. Je peux juste les accompagner par ma bénédiction. Qu'ils réussissent. Oui, qu'ils réussissent. Oui, oui. L'équipe, parce que c'est des ambassadeurs. Voilà. Et quand on va à une compétition, c'est toujours comme ça. C'est pour représenter un pays. C'est pour représenter un pays et c'est pour gagner aussi. Donc, oui. Donc, vraiment, moi, je les encourage. J'encourage face à l'équipe, les Diables Rouges du Congo, c'est ça. Et espérons que l'équipe MENA sera à la hauteur, en tout cas, des attentes du peuple nigérien. Merci beaucoup. Et également, pourquoi pas, nous ramener quelque chose de fiable, quoi.
Oui, c'est vrai. Gary, il faut rappeler que le CHAN, c'est depuis 2009. Il y a eu 7 éditions et il y a eu 4 participations de l'équipe du Niger. C'est 7 salutaires. Mais ce qu'on a compris lors de la conférence de presse avant le départ pour les préparations d'abord en Tunisie, mais également en terre algérienne, que très souvent, cette équipe à prime ne va pas très loin, c'est-à-dire la phase quart de finale ou même pourquoi pas espérer avoir cette coupe. Est-ce qu'on peut espérer cela un jour? Mais s'ils vont en quart de finale, c'est très bien. Mais c'est très bien, Michel. Qu'est-ce que vous voulez? Le pays qui a excusez-moi de la sous-région, le football le plus nul, je ne dis pas ça par méchanceté, c'est un constat. Le Niger a l'équipe de la sous-région là, la plus nulle. Le Mali est devant nous, le Bénin, le Togo, tous. Ils sont devant nous. Nous sommes les plus nuls. Bon, alors, quand vous avez une équipe qui arrive dans un championnat d'Afrique des Nations, qui arrive en quart de finale, mais c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on a dit quand on va à une compétition, c'est pour gagner. Est-ce qu'on peut espérer avoir cette coupe? Non, attendez. Puisque sur ça là, on ne va même pas tergiverser. Le Milan n'aura pas la coupe. Non, le Milan n'aura pas la coupe. Non, attendez. Non. Non, j'ai pas de boule de cristal, c'est vrai. Parfois, le football, il y a des surprises, mais enfin, on voit des Michel, équipes qui arrivent à faiblir, mais qui arrivent à réaliser des prouesses quand même. Oui, mais vous savez, les surprises, il faut déjà avoir aussi parfois un petit début de quelque chose. C'est ce petit début-là qu'on n'a pas vu pour le MENA. Le MENA n'a rien prouvé sur le plan sous-régional et sur le plan international. Bien sûr, je me rappelle à l'époque de Barré, la finale de la Coupe UFOA que l'AS Fan a remportée. Parce que j'étais au stade. Je crois que c'était contre la Sierra Leone. L'équipe de Sierra Leone, 4-1, je crois. Parce qu'ils nous avaient battu 3-0. On les a battus 4-1. Oui, je ne sais pas. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, ça, c'était une belle époque. Mais aujourd'hui, le football nigérien, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Pendant que les équipes sont en train de... Regardez l'équipe du Mali. On a pratiquement les mêmes réalités sociales, mais pourquoi le Mali a des bonnes équipes, a des joueurs internationaux, le Sénégal, le Burkina Faso, des joueurs qui ont des renommées, les Pitroipar et tout, des joueurs qui ont des renommées internationales. Bon, Pitroipar a accroché, c'est vrai, mais il y a un vivier. Au Niger, ça ne marche pas. Pourquoi? Bertrand Traoré. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et voilà le problème. Donc s'ils vont au CHAN, mais s'ils vont en quart de finale, alhamdoulilah, c'est bien. Mais la coupe là, bon, mais il ne faut pas trop rêver. Merci beaucoup, Gary. Ousmane Sidoukou, il faut rappeler que la particularité du CHAN, c'est que c'est les joueurs locaux. Hein. Et si on a pu participer jusqu'à 4 CHAN, c'est parce qu'il y a eu une régularité dans l'organisation des compétitions au niveau national. Il s'agit de la Super League, mais également la Ligue nationale. Ousmane Sidoukou, aujourd'hui, quelles sont les chances pour cette équipe nationale MENA version CHAN d'aller très loin dans cette compétition? Merci Michel. C'est vrai, je ne veux pas abonder dans la même logique que Garé, bien que nous n'ayons pas cette boule de cristal devant nous, mais quand même, honnêtement, par là, soyons réalistes. Et vraiment, je pense qu'on peut, ça nous réjouirait qu'on dise que le MENA a rapporté le trophée, mais au regard du processus et de du vécu de notre football là, moi je pense que nous n'allons pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais on ne peut que les accompagner dans nos prières et qu'ils sachent que, étant nos ambassadeurs, tout le peuple nigérien fait chorus derrière eux, mais il ne faut pas participer aussi pour participer. Donc moi je pense que avant même la tenue de pareilles rencontres, il faut que vraiment les pendules soient mises à l'heure. Il faut revoir beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à revoir qui n'ont pas été revues, et ce qui fait que nous sommes à la traîne. Garé l'a si bien dit, des pays à qui nous les envions pas il y a des décennies, mais je dis qu'ils viennent nous dévancer et ça fait mal. Donc il faut que vraiment la copie soit revue, que ça soit au niveau de ces A', même des seniors. Vraiment aujourd'hui il est grand temps que notre football là vraiment sorte
des sentiers battus. On ne peut pas comprendre que des pays dont nous partageons pratiquement les mêmes réalités, et même si comparaison n'est pas raison, qu'on dise que ces pays-là arrivent à afficher une certaine régularité à travers les compétitions continentales et même internationales, et que nous peignons vraiment même les phases éliminatoires. Moi, je pense que bas la terre, il faut faire une radioscopie sans complaisance de notre football en incluant tous les acteurs. Moi, je pense que pourquoi pas ce MENA qui arrive à atteindre certains niveaux, et moi je pense que pourquoi ne même pas les substituer, puisqu'ils arrivent quand même avec la modicité des moyens à faire du mieux qu'ils peuvent, contrairement à leurs aînés qui ne foutent pratiquement pas rien. C'est vraiment, moi je pense que c'est l'occasion, vraiment il faut qu'on fasse une radioscopie sans complaisance de notre football là. Il faut qu'il sorte des sentiers battus et que vraiment nous puissions aussi nous bomber le torse, qu'on dise que bon, pourquoi pas qu'on n'ait pas notre Bertrand Traoré, qu'on n'ait pas notre autant de stars à l'image des pays voisins. Moi je pense qu'il est grand temps. Le Niger en a connu, mais avec le vivier que nous avons en ce moment, moi je pense que la détection des jeunes talents là, il faut que vraiment qu'on revoie les mécanismes de détection et on arrive à conserver vraiment une équipe qui puisse vraiment être à tous les niveaux et qui puisse véritablement et dignement représenter notre pays. En attendant, on rêve certes grand, mais il est au niveau du dernier catégorie, c'est-à-dire le groupe E avec le Congo et le Cameroun. C'est un groupe de 3. Est-ce qu'on peut espérer être au sommet pour pouvoir être à la phase de quart? Prions vraiment, c'est-à-dire que nous arrivons à sortir de notre poule. C'est pour ça que je dis, on rêve grand, mais sachons raison garder. Et donc, nous n'avons pas cette boule, mais on sortir de cette poule pour être à la phase des quarts de finale. À partir du 27 nous allons les accompagner à travers nos prières, et qu'ils sachent que tout le peuple nigérien est derrière eux et compte sur eux. C'est pas pour eux qu'on dit qu'il est possible n'est pas nigérien. Voilà, donc il faut rester optimiste. Oui, Garo, on va aller rapidement. Oui, rapidement, je ne sais pas si c'est Harouna Douli qui est encore l'entraîneur de l'équipe. C'est Harouna Douli. Donc on a la chance d'avoir un entraîneur qui a quand même sur le plan de résultats qui a une régularité exceptionnelle. C'est-à-dire que les entraîneurs expatriés qu'on fait venir, ils foutent pratiquement rien du tout. Parce que le MENA senior, c'est 0 pointé. Mais Harouna Doula, quand même, est régulier avec son équipe à prime. Et donc, pour moi, ce championnat d'Afrique des Nations, je sais qu'il va faire de belles choses. Je ne dis pas qu'il va remporter la coupe. Je suis même convaincu qu'il ne remportera pas la coupe. Mais bon, mais je suis sûr que ça doit servir de tremplin pour que Harouna Doula puisse aller de l'équipe à prime pour venir entraîner le MENA. Ce monsieur-là, on n'est pas en train de l'exploiter à sa juste valeur. On fait venir des entraîneurs chèrement payés qui vivent à l'hôtel sous les frais de contribuables, alors que lui c'est un fonctionnaire de l'État, on lui donne que le salaire de fonctionnaire parfois. Et peut-être quelques primes. Ça, c'est une anomalie, c'est une injustice qu'il faut corriger. Si vous donnez 5 millions à un expatrié que vous faites venir, soyez capable de donner 3 millions à $1 par mois pour entraîner le MENA. Mieux garder ça, vous coupez la parole. Moi, je pense que ce à quoi nous avons assisté et nous continuons d'assister, c'est vraiment l'ingérence de l'instance dirigeante du football dans le choix des entraîneurs. Non seulement donner une marge de manœuvre. Expliquer que le choix, la sélection a été objective. Non, c'est-à-dire, on peut lui concéder ça. Maintenant qu'on s'immixe, il peut avoir fait ses choix. C'est lui qui est avec les joueurs. Il sait les potentialités en chacun des joueurs. Donc vraiment, quand il fait son classement, ces choix-là, opérés là, il ne faudrait pas que les gens s'ingèrent. Il ne faut pas qu'on s'ingère. Il est un fin connaisseur du football. Donc, il faut qu'on respecte ses choix tactiques. Occasion vraiment pour faire encore ce plaidoyer là. Ce matin, il a fait vraiment ses preuves. Pourquoi ne pas lui donner les coups de franche, les marges de manœuvre pour prendre vraiment en charge notre équipe nationale. Et on va voir ce que ça va donner, puisque vraiment c'est un monsieur qui est un peu connaisseur. Merci beaucoup. On va terminer. On va juste dire bonne chance donc au MENA version Chan. Ce que je veux dire, c'est que les histoires de le petit frère de ma copine, voilà, il faut mettre fin à tout ça. On a compris les propos de Ousmane. Du coup, on a tout compris. Donc, et c'est ici que se referme le forum de la presse du studio Kalangu de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, Maïmouna Gado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste aux journaux La Nation, et Mouria et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également.
Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu pour votre fidélité à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ce forum de la presse est composée de Amina Hassan et Seni Saka. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.